active les lymphocytes, avec, vous vous souvenez, une différenciation vers TH1 pour IL-12. L'activation de l'endothélium vasculaire, c'est essentiellement l'IL-1 et le TNF. Le TNF est vraiment spécifiquement plutôt impliqué, pas spécifiquement vraiment, mais il induit l'augmentation de la perméabilité vasculaire, hein, de façon plus efficace probablement que les autres cytokines pro-inflammatoires. Et ces cytokines peuvent avoir des effets systémiques. C'est représenté ici, hein, au niveau du foie, par l'induction des protéines de la phase aiguë de l'inflammation, comme la CRP et l'aptoglobine au niveau du foie, surtout médiée par l'IL-6, l'hyperleucocytose, hein, l'effet sur le système nerveux central et l'induction de la fièvre. Vous savez que la fièvre, c'est un des premiers signes d'appel d'une infection bactérienne. L'effet sur les vaisseaux, qui peut être, on va le voir, tout à fait délétère. Et enfin, l'effet de chimiotactisme qui fait que les cellules vont vraiment migrer au site de l'inflammation. Alors, l'exemple qu'on donne toujours pour montrer l'effet des cytokines pro-inflammatoires, c'est l'exemple du TNF. Le TNF, donc, c'est une des principales cytokines pro-inflammatoires. Quand le TNF est produit en faible quantité, bah, il y a une inflammation locale avec l'activation de la vue des leucocytes et des cellules endothéliales, si on fait rapidement. En quantité modérée, il commence à avoir des effets systémiques, c'est-à-dire induire de la fièvre, induire la synthèse des protéines de la phase aiguë, donc un syndrome inflammatoire biologique, une hyperleucocytose. Et si par malheur, il y a beaucoup de bactéries, plein de LPS, et que donc il y a des quantités très importantes de TNF, à ce moment-là, on a un tableau de choc septique, avec un effet au niveau du cœur, avec un bas débit, des vaisseaux sanguins, des phénomènes de thrombose, de coagulation intravasculaire disséminée, et même au niveau du foie, avec pratiquement des syndromes d'insuffisance hépatique et d'hypoglycémie. Donc, ce qu'on appelle le choc septique, donc c'est extrêmement grave, vous imaginez, et il faut en urgence remplir les patients parce qu'il y a une grande vasodilatation, et donc c'est aussi pour ça qu'il y a un bas débit cardiaque, donc pour essayer de compenser la vasodilatation, et puis donc remplir et puis traiter évidemment en urgence l'infection. Donc ces patients évidemment passent en réanimation. Alors dans le recrutement des cellules circulantes sur le site de l'inflammation, l'IL-8 et MCP1, donc, qui sont des chimiokines, jouent un rôle important. Hein. Le macrophage, il a fait de l'IL-1 et du TNF. Ça va activer les cellules endothéliales qui vont augmenter l'expression des molécules d'adhésion, ce qui va permettre aux cellules circulantes d'adhérer à la paroi des cellules endothéliales. Et elles produisent aussi donc de l'IL-8 et de MCP1, ce qui va induire un passage transendothélial du fait du TNF qui augmente la perméabilité vasculaire et de l'IL-8 qui est un chimioattractant et MCP1 pour les polynucléaires et les monocytes macrophages. Ce qui fait qu'en même temps, ces cellules vont être activées. Donc, elles vont être recrutées au site de l'inflammation et activées pour exercer leur fonction antibactérienne. Alors, maintenant, l'immunité spécifique contre les bactéries extracellulaires. Alors, évidemment, c'est essentiellement les anticorps. Soit, vous vous souvenez que les polysaccharides, qui sont des antigènes thymo-indépendants, peuvent induire directement la production de la synthèse IgM, alors que pour les autres antigènes bactériens, ils sont présentés tout à fait classiquement en association aux antigènes MHC de classe 2, au CD4, qui va activer les B pour produire des IgM et des IgG. Les mécanismes effecteurs médiés par les anticorps, hein, c'est l'opsonisation. Hein. Une bactérie qui est opsonisée à la fois par des anticorps, par des IgG et du C3b va être mieux phagocytée. La neutralisation de toxines et l'activation du complément par les complexes antigènes anticorps qui va être améliorée, je dirais. Donc, une bactérie, elle peut, même sans anticorps, activer le complément. Mais un complexe antigène-anticorps, dans tous les cas, va activer le complément. D'accord ? Parce qu'il y a certains composants bactériens qui ne vont pas spontanément activer le complément.
Donc l'activation du complément qui va induire de l'inflammation et de la cytotoxicité médiée par le complexe d'attaque membranaire, ce que j'appelle le MAC. Alors ici, juste un petit schéma pour montrer qu'une bactérie qui est opsonisée par des anticorps, elle est mieux ingérée dans le macrophage et détruite, digérée par le lysosome. Donc ce que je vous disais à l'instant, mais que j'ai noté sur une diapositive, c'est que l'immunité naturelle et spécifique sont liées, hein. Par exemple, l'activation du complément, elle peut être directe par les composants bactériens, mais aussi lorsque les anticorps sont fixés sur les bactéries. Et je viens de vous le dire à l'instant que les complexes anti-anticorps sont de très bons activateurs de la cascade du complément. Ensuite, ils sont liés parce que les macrophages, ils font de l'endocytose. Ils peuvent lier directement des composants bactériens par l'intermédiaire de récepteurs qui sont présents à leur surface. Il y a des récepteurs du complément, comme les récepteurs CR3, qui sont des récepteurs pour C3BI, qui est le fragment qui est encore clivé un peu plus loin. Vous vous souvenez, il y a le C3B, puis après c'est le C3BI. Et le C3BI se lie à CR3. Il y a des lectines, hein, qui sont capables d'accrocher les composants sucrés des bactéries, les scavenger récepteurs, et puis bien sûr les TLR, hein, que vous ne connaissez plus que ça, qui, par exemple, le TLR4 qui reconnaît très très bien le LPS. Donc ces macrophages, ils sont renseignés sur la nature de la bactérie, hein, en fonction de quel récepteur lie le composant bactérien. Et la nature de la bactérie va avoir une importance sur le devenir, sur le niveau d'activation du macrophage. Mais aussi, évidemment, les macrophages vont phagocyter, comme on l'a vu, des particules opsonisées via, par exemple, si la bactérie est opsonisée à la fois par C3B ou C3BI et par des anticorps, il va y avoir une coopération entre les récepteurs du complément et les récepteurs FC pour faciliter encore plus la phagocytose des particules opsonisées. C'est ce qui est indiqué ici, hein. Enfin, je n'ai pas trouvé celle que j'avais dessinée, mais qui était vraiment moche, hein, où il y avait à la fois des récepteurs du complément et des récepteurs FC, pour vous montrer que quand la bactérie elle a d'un côté du C3B ou du C3BI, de l'autre côté de l'anticorps, le C3BI va se mettre sur CR3, l'anticorps va se mettre sur le récepteur FC. Donc les récepteurs vont vraiment coopérer pour phagocyter de façon très efficace la bactérie. Donc si on résume les fonctions effectrices de l'immunité dirigée contre les bactéries extracellulaires, donc vous voyez que les anticorps ont vraiment un rôle absolument fondamental dans l'immunité antibactérienne, enfin du moins contre les bactéries extracellulaires. Ils peuvent neutraliser des toxines ou des microbes, opsoniser, phagocyter des microbes, permettre l'augmentation de la phagocytose, permettre la DCC, hein, la cytotoxicité dépendante des anticorps, hein, par exemple par les cellules NK. Et ils entraînent l'activation du complément qui peut permettre la lyse des microbes, la phagocytose de bactéries opsonisées par des fragments du complément et l'inflammation. Alors, il y a un autre acteur dont on ne parlait pas beaucoup jusqu'à ces dernières années, qui joue un rôle important dans la défense antibactérienne, ce sont les cellules TH17. Il se trouve qu'en l'absence d'infection, les cellules dendritiques, elles font plutôt du TGF-bêta et pas trop d'IL6 ou d'IL23. Et donc, dans ces conditions, la cellule naïve, en présence de TGF-bêta, elle va plutôt se différencier en cellule T régulatrice qui va rester là pour réguler éventuellement les réponses immunitaires. Dans un contexte où il y a de l'infection, évidemment, vous l'avez vu, il y a beaucoup d'IL6 qui est produite, aussi de l'IL23, hein, c'est la dendritique, elle reconnaît le pathogène. Et dans ce contexte où il y a du TGF, mais aussi de l'IL6 et de l'IL23, à ce moment-là, la cellule naïve, au lieu de se différencier en cellules qui expriment FOXP3 et qui a un phénotype de cellule régulatrice, elle va se mettre à exprimer ORGAMA-T et devenir une cellule TH17.
Et en fait, on sait maintenant très bien qu'il y a une plasticité entre les cellules Treg et les cellules Th17, qu'à l'extrême, une cellule Th17, elle peut devenir Treg et inversement. Et donc, ces cellules Th17, pourquoi elles sont importantes? Eh bien, parce qu'elles sécrètent des cytokines qui sont essentiellement l'IL-17 et l'IL-22, qui ont un rôle sur les neutrophiles. Elles vont attirer, ça va produire de l'IL-8 et attirer les neutrophiles au niveau de l'épithélium, et également activer la production de métalloprotéases, de NO, de peptides antimicrobiens. Et elles maintiennent aussi, ces cellules, l'intégrité, l'homéostasie de l'épithélium et l'intégrité de la barrière intestinale. Ici, vous voyez que quand s'il n'y a pas de TH17, et ben, en l'absence d'IL-22, et ben, il y aura, s'il y a un facteur qui détruit l'épithélium digestif, à ce moment-là, l'épithélium ne va pas être régénéré, il va y avoir des phénomènes de translocation microbienne. On y reviendra jeudi quand je vous parlerai de l'infection VIH. Alors, comme toujours, les bactéries ou les microbes, ils sont intelligents, donc ils vont essayer d'échapper au système immunitaire. Alors, les mécanismes d'échappement, c'est la variation antigénique, la mutation des molécules de surface qui font que la bactérie est plus reconnue par les anticorps, par exemple, l'inhibition de l'activation du complément. Une bactérie qui est normalement activatrice de complément parce qu'elle est pauvre en acide sialique. Hein, vous vous souvenez de ça, peut-être? Plus une surface est pauvre en acide sialique, plus elle active la voie alterne. Si la bactérie ou le virus, d'ailleurs, se recouvre, devient plus riche en acide sialique, il devient plus du tout activateur du système du complément. Il y a des phénomènes de résistance à la phagocytose. Par exemple, si une bactérie est encapsulée, elle résiste à la phagocytose et aux enzymes lysosomiales. La neutralisation des formes réactives de l'oxygène par sécrétion parfois de catalases qui peuvent neutraliser H2O2, par exemple pour le staphylocoque. Et enfin, certaines bactéries très intelligentes peuvent produire une protéase qui détruit les IgA. C'est le cas de Neisseria gonorrhoeae, qui est responsable de la gonococcie. Donc, voilà pour les bactéries extracellulaires. Le problème, c'est pour ça que c'est long l'immunité antibactérienne, c'est que vous allez voir qu'il y a d'autres bactéries qui sont à développement intracellulaire, et là, c'est totalement différent. Les mécanismes mis en jeu ne sont absolument pas les mêmes. Alors, c'est quoi ces bactéries à développement intracellulaire? J'en ai repris quelques exemples ici, hein, c'est évidemment pas exhaustif. C'est beaucoup les mycobactériums. Si on va plus loin, c'est des cellules, c'est des bactéries qui se développent beaucoup dans les macrophages, aussi dans les hépatocytes pour certaines, essentiellement dans le phagosome ou les phagolysosomes ou dans le cytosol. Et donc il y a les agents de la tuberculose et de la lèpre, Mycobacterium tuberculosis et Mycobacterium leprae, les salmonelles, qui sont responsables de la fièvre typhoïde, Brucella, responsable de la brucellose, Legionella, la maladie des légionnaires, vous avez peut-être entendu parler. Il y a eu les légionnaires, elles se baladent éventuellement dans l'eau, et on a eu une mauvaise surprise à l'ouverture de l'HEGP, puisqu'il y a eu des cas de légionellose. C'est des patients hospitalisés, donc il y a des filtres partout contre la légionelle, parce que en général, ça peut donner des pneumopathies, même chez des sujets immunocompétents. C'est sûr que c'est plus grave, comme beaucoup d'agents pathogènes, chez les sujets immunodéprimés. La listériose, vous savez, qu'on peut attraper par le fromage de chèvre, qui n'est pas très grave, sauf chez la femme enceinte. Enfin, ça peut être grave, ça donne des méningites quand même, qui peuvent être sévères, mais c'est particulièrement grave chez la femme enceinte. Puis il y en a plein d'autres que je n'ai pas cités, les rickettsia, les chlamydia, les coxielles, etc. Alors, l'immunité naturelle, elle est peu efficace contre les bactéries intracellulaires parce qu'elles survivent vraiment au sein des cellules phagocytaires, par exemple les mycobactéries et l'hystéria, ou alors parce qu'elles donnent une apoptose des cellules phagocytaires comme les Shigella. Sauf peut-être les NK.
hein, qui font partie de l'immunité naturelle et qui peuvent être efficaces sur les bactéries intracellulaires. L'immunité spécifique humorale, elle n'est pas ou peu efficace. Les anticorps, ils ne vont pas pénétrer dans le macrophage pour aller neutraliser une bactérie qui est dans le cytosol ou dans le phagolysosome. Donc, ce qui est important, c'est l'immunité spécifique cellulaire. Alors, la tuberculose, évidemment, c'est un vrai problème. Juste quelques chiffres. En 2012, 8,6 millions de personnes avaient la tuberculose dans le monde et ça a donné plus d'1 million de décès. Donc, c'est un vrai problème.